Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Bébé et Confidence. Je suis Manon, je suis la créatrice de ce podcast, je suis coach en sommeil et doula et aujourd'hui, ça y est, il est enfin arrivé, l'épisode de Yael. Et cet épisode, on va même le dédoubler parce que dans l'histoire de Yael, il y a beaucoup de choses. Au programme d'aujourd'hui, son parcours de devenir parent et toute l'épopée PMA qu'elle a traversée avec Eve, sa compagne. Du début jusqu'à la fin, des rebondissements, des déceptions, du Covid qui est venu perturber le projet et le programme, d'une rencontre absolument incroyable qui redonne foi en l'humanité, vous allez voir. Bref, le parcours PMA donc, et on laissera pour un deuxième épisode toute la grossesse, l'accouchement, le postpartum, les soucis de sommeil, bref, tout ce qu'on aime ici. Je vous laisse découvrir Yael et son énergie et je la remercie encore pour sa confiance. Quant à moi, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Yael. Salut Manon. Je suis trop contente qu'on se retrouve encore aujourd'hui parce que, pour ne rien vous mentir, c'est un petit peu la deuxième fois qu'on essaye d'enregistrer ce podcast qui devait sortir il y a 2 semaines, mais on a eu des problèmes techniques, voilà, ça devait arriver, personne n'est parfait. En tout cas, on est là, on est prêt, on a testé le matos, on est au taquet, et je suis trop contente de pouvoir te recevoir aujourd'hui pour raconter ton histoire, qui je sais va parler à plein de gens. Avant de rentrer dans le détail, et même avant de rentrer dans le détail de qui tu es, parce qu'on se connaît un petit peu, la toute première question gimmick que j'aimerais te poser, c'est si tu devais résumer ta parentalité en 3 mots, comment tu la résumerais ? Oui, c'est vrai qu'il y a cette question à laquelle j'ai déjà répondu et c'est rigolo du coup de faire l'exercice pour la deuxième fois parce que tu vois si les adjectifs ont changé en fonction de quotidien avec tes enfants. En l'occurrence, non. Je dirais dans un premier temps que c'est surprenant. Ce que je t'avais dit la dernière fois, surprenant dans un sens comme dans l'autre, surprenant de découverte, que ce soit positive ou négative. Ça c'est première, je sais pas si c'est des adjectifs, mais voilà, c'est surprenant. C'est plein de joie et plein de fatigue aussi. Voilà, physique, mentale, sur tous les plans. Ouais, la fameuse ambivalence dont on parle très régulièrement, c'est la parentalité, c'est très 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 cool et puis c'est très 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 challenging aussi. Ouais. Mais bon, c'est ce qu'en fait évidemment la richesse et les surprises. Et là, on reboucle sur la trinité que tu viens de nous donner, qui effectivement, je trouve, est très juste, en tout cas. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu, toi, qui tu es, qu'est-ce que t'aimes faire, comment se compose ta famille, tout ça. Ok, alors moi qui je suis Yael du coup, j'ai une famille de 4, nous sommes 2 mamans, donc je suis mariée à ma compagne qui s'appelle Eve et on a accueilli 2 enfants, donc des jumeaux, à la suite d'une PMA en janvier 2022, donc ils viennent d'avoir 2 ans et j'ai un petit garçon qui s'appelle Joshua et une petite fille qui s'appelle Liv. Voilà. Et pour mon parcours à moi, je suis issue d'un parcours juridique avec des grosses études en droit, licenciement pendant ma grossesse avant que je sache que c'était des jumeaux, et du coup, maternité qui fait bouger un peu toutes les lignes, projet de reconversion, gros souci dodo, évidemment avec mes 2 enfants, et du coup, voilà, intérêt particulier pour la neuroscience, etc., un peu de savoir comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut faire autrement que de laisser pleurer son bébé pour qu'il dorme, et donc je me suis intéressée plus globalement au sommeil des enfants, à la surstimulation, etc. Parce que j'avais aussi du temps, donc c'était très bien. Et en fait, en découvrant de plus en plus, j'ai décidé à mon tour de changer de voie. Maman se réoriente. Puis j'estime que dans la vie, on n'a plus qu'une seule carrière et c'est assez passionnant, voilà, c'est assez grisant. Et du coup, j'ai découvert Kelly. Comme toi, tu as découvert Kelly. Voilà, c'est le genre de découverte qui change une vie. Et je me suis formée auprès du coup de Bébé et Confidence pour exercer le métier de consultante en sommeil. Voilà. Voilà comment je t'ai rencontrée aussi. Et oui, parce que dans la formation, effectivement, on est amené à faire des coachings ensemble, en tout cas en observation, on en discute, etc.
Et puis, ce qui a commencé par un Canal Pro a vite été matiné d'un feeling, j'ai envie de dire. Et puis on a un petit peu parlé de tes loulous, effectivement, qui t'en ont fait voir des vertes et des pas mûres. Et puis donc, voilà, tout se recoupe. On a fait le canal sommeil, on a fait le Canal Pro, on fait du canal perso. Et du coup, c'est cool. Et voilà, exactement. Finalement, tout se rejoint et c'est une belle image de la maternité qui change un peu tout et tu as envie de t'aligner aussi un peu plus avec qui tu es en termes d'essence et avec ta nouvelle orga, etc. Donc tout change et c'est un peu vraiment l'image de moi, ce que j'ai vécu sur la maternité, quoi. On se réaligne. Exactement, on va rentrer dans le détail de ça parce que du coup ton Oui, parcours de devenir parent, je le sais déjà et pas de spoiler, est un parcours on va dire riche de plein de rebondissements et de plein d'expériences. Du coup, rentrons dans le vif du sujet. Euh, D'aussi loin que tu t'en souviennes, mhm. d'où vient ton désir d'enfant? Est-ce qu'il a toujours été là? Est-ce qu'il est arrivé plus tard? Quand est-ce que l'idée d'être parent est venue pour toi? Mon désir d'enfant, il a toujours été présent. En termes de... Je le matérialisais pas comme ça quand j'étais petite, mais je pense que j'aurais pas été accomplie en tant que personne si j'avais pas eu des enfants. Donc c'était d'abord une envie, après c'est devenu un projet, et ensuite c'est devenu une nécessité. Donc il y a vraiment, voilà, je pense que... et en étant maman, je te confirme que j'ai l'impression d'avoir trouvé une place Enfin, c'est ce que je devais faire, quoi. J'aurais pas été Hmm. entière si j'avais pas eu des enfants. Mais j'ai toujours eu un truc avec les enfants. Après, avoir une affinité avec les enfants et avoir des enfants, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Bien aimer les Mhm. enfants des autres, aimer les tiens, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Voilà, donc j'ai fait beaucoup d'animation. Mes métiers ont toujours été tournés vers les enfants. J'ai voulu être instit, j'ai voulu être magistrat pour juge pour enfants. Voilà, j'ai toujours eu un truc. J'ai voulu être pédiatre. C'est que des choses que j'ai voulu faire, mais que j'ai jamais fait. On peut pas tout faire dans une vie. Voilà, donc j'ai toujours eu un... Et plus à l'aise avec les enfants. Je sais pas, il y a un truc qui est plus simple, Hmm. sans filtre. On n'a pas peur des blancs. Il y a un truc beaucoup plus brut qui me ressemble. Et voilà, donc d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un truc avec les enfants. Après, être Ok. maman, ça s'est dessiné plus tard. Euh, Plus tard et moins tard, parce qu'aujourd'hui, tu as ce truc un peu physio aussi où on te dit ça tourne, l'horloge, si tu veux faire Hmm. des enfants, faut les faire. Hmm. Donc voilà, il y a un truc un peu plus pressant quand à la trentaine qui s'installe. Et à ce moment-là, j'étais en couple. Donc du coup, on a pu mettre le projet en route. D'accord, parce que du coup, effectivement, donc, derrière l'idée de couple, il y a l'idée d'être deux, Oui. effectivement. Mm, mm. Et du coup, comment ça s'est passé pour vous? Comment ça s'est passé pour Ève? Est-ce qu'elle était alignée avec ça? Ou est-ce que pour elle, du coup, ça a été un parcours différent du désir d'enfant? Alors, ça a été un parcours complètement différent. Autant moi, j'ai toujours été, comme je te disais, très entourée d'enfants, et plus petit que moi aussi, parce que je suis l'aînée dans ma famille. J'ai un petit frère avec qui j'ai 13 ans d'écart, donc que j'ai quasiment pas éduqué, mais que j'ai vu bébé. Mm. Ève est la dernière de sa fratrie, donc elle n'a pas de bébé autour d'elle. Moi, j'ai des copines qui ont eu des enfants. On a une différence d'âge de 6 ans, c'est pas énorme, mais ce qui fait que tes groupes d'amis à 6 ans d'écart, ça peut être, tu bascules ou dans la vie des célibataires ou dans la vie des trentenaires qui ont des gosses. C'est pas la même vie. Donc voilà, donc autour de moi, Tu m'étonnes. c'était déjà installé. Ève, pas du tout, donc c'était quelque chose qui était très lointain. Et puis, par ailleurs, ce que j'ai pas dit en amont, c'est que moi, je sors d'un schéma hétéro. Pas, j'ai jamais été avec une femme. Je suis tombée amoureuse d'une femme qui s'avère être la mère de mes enfants. Mais du coup, c'était un peu pas couru d'avance, mais si tu veux, ce truc de petite fille, de mariage, enfant, etc. C'était lancé, quoi. Le truc qui était dans ma tête. Mm. Eve, beaucoup moins, elle l'a jamais. Enfin, elle a eu des... Bref, je rentre pas dans le détail de sa vie privée, mais. Voilà, en tant que femme qui aime les femmes, c'était pas quelque chose. C'est pas naturel, quoi, si tu veux, parce que Mm. j'apprends à personne comment on fait les bébés. Du coup, le projet était beaucoup moins tangible de son côté. Mm. Voilà. Mais en Ok. me rencontrant et en comprenant vraiment la nécessité vitale pour moi que c'était d'avoir des enfants, euh,
elle a commencé à, voilà, à s'ouvrir un peu à la chose. Il y a sa nièce qui est née, qui a 4 ans aujourd'hui, donc ouais, 4 ans et demi. Donc, premier bébé qui rentre dans sa vie. Et voilà, ça commence à titiller un peu. Voilà, donc on en a parlé doucement et c'est au bout de 2 ans de relation que on a commencé vraiment à en parler sérieusement. Et je pense qu'elle a compris que pour être avec moi sur le long terme, il fallait qu'il y ait des enfants. Oui, ok. Voilà. Il fallait que je me réalise comme ça. Et du coup, donc, quand tu dis parler sérieusement, c'est-à-dire que donc, là, l'idée devient projet, justement. Donc, quel est l'élément déclencheur? Et puis, du coup, effectivement, on ne rentrera pas dans le détail de comment on fait les bébés, car, a priori, on est entre adultes, vous le savez. Mais du coup, on imagine bien que vous allez rencontrer dans votre parcours des difficultés. Donc, y a tout ça qui pèse dans la discussion, j'imagine. Donc, comment ça s'est passé pour vous? On en parle sérieusement parce que voilà, comme tu dis, on rentre pas dans les détails. Faire un enfant quand tu peux pas en faire naturellement implique fatalement un parcours médical, implique un parcours Mm. financier, avec des choix à faire aussi, des choix de pays. Je t'en parle à un moment où la PMA n'était pas légalisée en France. C'est-à-dire que tu pouvais Mhm. pas le faire en tant que couple homosexuel, tu ne pouvais pas faire d'enfant. C'était ouvert aux femmes seules avec des conditions hyper drastiques aussi. Donc, t'en parles sérieusement parce que oui, c'est un vrai sujet et que ça se fait pas. On est à la Saint-Valentin, donc ça se fait pas un soir arrosé de champagne et de fleurs et de pétales jetés partout et hop, et ben finalement heureux événement. Donc oui, t'en parles sérieusement. Voilà. Donc en 2018, on commence à en parler. Et on se décide à partir en Espagne parce que sa sœur habite là-bas pour voir dans un premier temps. Et il s'avère que, parce que là-bas c'est légal, que c'est pas loin, qu'en une heure t'y es, que ça reste très festif, qu'on se dit bon, vraiment on y va tranquille, on prend des infos et on verra comment ça se passe. Il s'avère qu'en Espagne, ça colle pas du tout à notre envie du moment. En tout cas, on n'adhère pas à la manière de faire de l'Espagne, qui est donc t'arrives, t'es dans un bâtiment, effectivement, tu prends le métro, c'est hyper simple d'accès. On a été prendre un café, et ensuite on a été à la clinique, où en fait c'est très 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 anonymisé et c'est l'usine, c'est clairement l'usine. Enfin, en tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça. Tu prends un ticket, on t'appelle, tu fais un examen gynéco et la nana te dit ok, bon bah prochain cycle, on se revoit et on démarre. En fait, c'est très brutal. Enfin, en tout cas, pour moi, Mm. c'est très brutal parce que du coup, comme je te disais tout à l'heure, c'était pas ma conception, en tout cas, de comment faire un enfant, de la grossesse. Donc, ça a été très brutal, sachant qu'en plus, j'avais discuté avec une copine qui avait, elle, décidé de faire ça au Danemark. Et voilà, les pays du Nord, c'est pas du tout la même mentalité vis-à-vis de ça. Donc, je m'étais renseignée aussi en parallèle sans m'être déplacée au Danemark, mais de comment ça se passait au Danemark. Donc, du coup, on se décide que, effectivement, un donneur anonyme, euh, le seul truc qu'ils te disent, c'est qu'ils peuvent faire matcher les résultats génétiques. Donc, pour que Ok. potentiellement ton enfant ait pas de maladie. Mais sinon, tu remplis un questionnaire. Il doit y avoir, sans mentir, pas plus de 10 questions. Ils essaient de faire matcher ton physique avec le physique d'un donneur. Donc, ils te demandent si tu es brune, si tu es grande. Voilà, tu as 5 critères. Typiquement, si tu tapes ça sur un site de rencontre, tu tombes sur le monde entier. Genre, donc, tu t'as pas de. C'est vraiment. T'as pas de prise sur ce qui va se passer. Et en fait, t'imagines un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, ça devient flippant. Voilà, ça devient anxiogène. Et c'était pas comme ça que je voulais faire un enfant. Je savais que c'était une nécessité. Mais là, je me suis donc posé la question de ok, mais à quel prix? Vraiment, Mm. est-ce que je suis capable d'aller de pousser le projet avec quelqu'un que je connais pas, etc. Pour être maman? Je pense pas. Donc on fait une croix sur la Bretagne, j'allais dire, sur Sur- Barcelone et sur l'Espagne. Une croix sur la Je ne fais Bretagne. pas de croix sur la Bretagne. J'embrasse tous les Bretons. Voilà, coucou les Bretons qui nous écoutez, on vous aime. Voilà. Du coup, ça veut dire que dans ce process-là, vous êtes allé en Espagne avec une pure potentialité, quoi. Genre, on va voir ce Oui. qu'on nous Mm. propose, on n'a pas forcément un projet hyper détaillé. Et quand vous vous êtes rendu compte que ça pouvait être genre comme ça, comme on va au supermarché, en fait, vous vous êtes dit, ah mais en C'est fait ça. non, il y a une manière de faire qui va convenir à notre famille.
Voilà, c'est ça. En tout D'accord. cas, moi, je ne me reconnais pas dans ce projet. Ok. Ce côté, effectivement, j'achète un truc, je trouvais ça extrêmement perturbant, quoi. Tu te projettes aussi quand tu fais des enfants, de ce que tu vas leur raconter, etc., etc. Et en fait, je me sentais pas à l'aise avec l'histoire qui allait déboucher de cette grossesse. Donc on Hmm. s'est dit non. Voilà. Ok. Non, il y a d'autres solutions, il y a d'autres manières de faire. On va voir ailleurs. Et, euh, et puis on avisera. Donc en fait, on s'est Hmm. rabattu sur comment ça se passait au Danemark. Au Danemark, du coup, là, c'est encore différent. C'est encore quelque chose avec laquelle il faut se familiariser. Là, c'est pas anonymisé. C'est-à-dire que tu as vraiment une banque de sperme qui s'appelle des paillettes. En fait, tu commandes des paillettes. Ils appellent ça comme ça. Je trouve ça très joli. C'est trop Donc, cool. tu commandes des paillettes et tu as différentes manières de choisir avec le géniteur de tes enfants. Donc, tu peux faire comment dire, tu peux avoir des critères très précis, comme pas du tout. En fait, c'est toi qui choisis un peu comment tu veux mener ton projet. Et surtout, ce qu'il y a de particulièrement bien et dans lequel je me suis reconnue, c'est que tu peux voir des photos Mhm. aussi. Et c'est en fonction du donneur ce qu'il accepte de donner en termes de personnalité ou pas. Tu peux voir des photos de lui grand, petit. Tu as des connaissances sur son arbre généalogique, génétique aussi, s'il y a eu des maladies dans sa famille, ce qu'il aime faire, quelles sont un peu ses caractéristiques, son tempérament, pourquoi est-ce qu'il fait ça. Euh, Mhm. En tout cas, sur la personne qu'on a choisie, il y avait une note vocale et une petite note et un petit mémo écrit en expliquant que c'était quelqu'un qui était en couple avec une femme, qu'ils avaient pas de projet d'enfant, mais que pour lui, il voulait ouvrir la possibilité à des gens qui avaient envie d'avoir des enfants de pouvoir le faire et que voilà, et qui en gros, qui laissait la porte ouverte, qu'un jour, si les enfants voulaient le rencontrer, c'était OK. Donc voilà, c'était quelque chose de beaucoup plus doux pour moi, beaucoup plus simple. J'ai un côté très famille, donc j'ai vraiment ce truc de, je vais pouvoir leur raconter. Et s'ils veulent, si un jour il y a des questions, j'ai des réponses à donner. Voilà. Donc Mhm. j'ai vraiment, vraiment à cœur, en tout cas au moment euh, où j'ai fait ma procédure de PMA, c'était comme ça que je voyais les choses. Je sais pas comment ce sera dans 18 ans, mais là, ça collait à notre projet. Mhm. Voilà, de pouvoir identifier. Il y a des gens qui sont pas du tout là-dedans, qui veulent pas savoir, ou alors qui veulent faire ça avec des copains. Enfin, il y a plein de schémas possibles, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont réalisables. Donc, et puis moi, à la base, c'était pas du tout un milieu que je connaissais. Je savais pas comment faire. Donc, voilà, donc ça nous ressemblait. Donc on a décidé de faire comme ça. Est-ce que vous avez brossé en revue, enfin passé pardon en revue toutes les options possibles? Parce qu'il y a des effectivement plein de façons Il y a de... plein de façons. Ouais, Moi, à ce moment-là, je lisais beaucoup Cosette, qui est un magazine ouais, ultra-féministe. ouais, ouais. Et il y avait justement tout un. Le, le magazine était sur la PMA et sur elle a fait un bébé toute seule, je crois que ça s'appelait comme ça. Mhm. Donc pas nécessairement sur la maternité à deux femmes, mais en tout cas de comment est-ce qu'on peut faire un bébé aujourd'hui sans mec, en Sans fait, tout mec. simplement. On vous embrasse, Voilà, hein, t'as les hommes, des vous inquiétez histoires. pas, mais... Donc j'avais exactement, j'avais brossé ça de manière un peu toute seule, si tu veux. T'as des histoires glauques, t'as un marché noir qui existe là-dedans, t'as des rencontres sur Facebook, ou des mecs qui te promettent des choses et qu'en fait ils veulent juste passer du bon temps avec une femme, ou t'as des mecs qui sont prêts à le faire juste parce que ils ont envie de passer du bon temps. Donc voilà, il y a des Mhm. trucs un peu glauques. Euh, donc ça, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont angoissée, si tu veux. Mhm. Voilà, t'as aussi le donneur anonyme je décide d'aller en soirée, je vais dans un bar et puis j'ai eu tout eu, hein, j'ai eu pas mal de témoignages Ouais. ça peut se faire aussi. Donc effectivement, il y a un milliard de manières de faire. Euh, c'est très bête. Enfin, moi, ça tient à rien, en fait, les choix. Le pourquoi tu décides d'un truc et pas un autre, c'est très personnel. Euh, la clinique, euh, la clinique au Danemark, c'est pas du tout une clinique aseptisée, ça ressemble à un appartement haussmannien. Donc, Ah ouais. t'as les fauteuils, enfin les tables d'opération en fait, où tu t'installes, elles sont faites pour deux personnes.
Donc en fait, tu as aussi ce truc de j'intègre l'autre. Au moment du don, enfin au moment de la procédure, il propose aux coparents d'appuyer sur le bouton, si tu veux. Donc il y a vraiment un truc Ah ouais, d'aventure. Voilà, donc commun, ouais. ouais, donc pour nous, c'était joli. Donc effectivement, j'ai brossé un peu tous les parcours possibles. Et puis je suis revenue sur le Danemark parce qu'en plus de ça, quand tu les appelles, ils sont, c'est des pays nordiques, quoi. Ils sont cool, ils sont dans la compréhension. Ils parlent français. C'est très con, mais il y a ça aussi qui compte. Je sais que pour avoir entendu ton podcast aussi, c'est un sujet. Donc ouais, c'est rassurant parce que tu sais qu'il y a un process médical derrière. Donc oui, c'est rassurant. Donc voilà Bien pourquoi sûr. le choix du Danemark. Oui, et alors peut-être que, je ne sais pas si vous êtes posé la question en ces termes, mais c'est vrai que pour l'avoir rencontré dans mon parcours d'accompagnant parental, euh, il y a quand même un truc de quand tu recours à des moyens plus low cost et plus effectivement le coût du bar ou demander à une personne tierce, qu'elle le sache ou pas d'ailleurs, ça pose aussi le problème juridique pour le coparent, justement. Et une reconnaissance quand on fait rentrer en fait un mec et bah du coup il y a une paternité qui lui revient quasiment de fait et puis donc de droit contre laquelle parfois il faut se battre, ce qui donne des parcours assez dramatiques, donc ça vous protégeait de ça aussi quelque part. Ouais, on y a pensé. Et c'est vrai que j'ai des histoires autour de moi où où effectivement le mec qui s'est porté volontaire entre guillemets, qui était, enfin c'était clair si tu veux quand le truc a été fait. Mm. T'as un parcours de vie à ce moment-là, t'as une vingtaine d'années, tu t'éclates, t'as envie d'aider ta pote parce que c'est clairement ce qui se dit. T'es en soirée, tu décides ça, t'en reparles un peu plus sérieusement, tu dis genre ok bon allez viens on en reparle. Passer le coup de la fête, etc. Est-ce que c'est sérieux? Oui, c'est sérieux. Et qui se réveille 20 ans plus tard en se disant, mais merde, enfin, genre, c'est quoi ma vie? Ah, au fait, c'est vrai, j'ai un enfant, je suis tiers dans une relation, mais Mm. juridiquement, je peux être autre chose que tiers. Bien Donc, sûr. et qui se réveillent et qui ont envie de partager, qui ont envie d'avoir une forme de patrimoine, de je sais pas, de vie, de trucs. Donc effectivement, il y a des gens qui peuvent se réveiller 15, 20 ans après et ça peut être très problématique. Ouais, tu peux arriver, Bien sûr. ça peut détruire des vies, que ce soit la maman en question, les enfants. Donc voilà, donc on voulait avoir un tiers identifiable, mais pas présent. Mhm. Voilà. Donc tout Ok. ça, ça a été réfléchi et c'est aussi le pourquoi on en a parlé sérieusement, parce que c'est toutes les questions qu'on s'est posées avant Ouais, et qu'on voulait mettre à plat pour avoir quelque chose comment dire, de clair, bien voilà, sûr. clair pour tout le monde. Et du coup, donc juste pour qu'on se repère la timeline, tu vois, Mhm. quand est-ce que c'est votre premier trip au Danemark et surtout, dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là, toutes les deux? Alors, on se fixe sur l'idée du Danemark fin 2018, Ok. à peu près fin 2018. On se dit, ok, c'est ça, etc. On va faire comme ça. Euh, donc, on commence à aller sur le site des paillettes. On fait comme Ouais. ça. On trouve le donneur qui nous correspond aussi à toutes les deux. Eve s'identifie aussi un peu sur ses valeurs, sur son projet de vie, sur voilà, son tempérament. On boucle, il y a trois examens médicaux à faire avant qui te demandent en amont au Danemark. Donc le temps de le faire, tout Mhm. ça, ça prend du temps parce qu'il faut que ce soit sur des cycles. Tu choisis pas nécessairement la date. Toi, tu as ton boulot à côté. Tu as t'as les cabinets médicaux qui sont pris d'assaut et il faut trouver potentiellement un rendez-vous. Donc ça prend du temps. Donc on se décide, on commande les paillettes, on envoie ça au Danemark. Donc la clinique garde les paillettes pour toi et il te demande en gros d'acheter des tests d'ovulation et de venir au moment où tu ovules. Donc c'est très basiquement, si tu ovules le matin, tu es là-bas le soir. Si tu ovules le soir, il faut que tu sois là-bas le matin. Donc en termes d'orgas, quand t'es deux à devoir partir, Eve, elle venait de commencer un boulot. C'était un peu compliqué de dire à son boulot, au fait, je suis pas là demain. Donc on se dit, bon, on va faire les choses autrement. On cale plus ou moins ça en janvier. Et là, il y a un truc qui commence à planer un peu sur le monde. C'est un méchant petit virus qui s'appelle le Covid. Mhm.
Et donc, au moment où tout est bouclé, etc., donc tu as l'excitation, enfin, moi, c'était bon, c'était acté, je voulais partir, etc., enfin, j'en pouvais plus d'attendre. Et puis surtout, je savais que en démarrant une procédure, c'était pas en un coup que ça allait marcher. Donc, voilà, tu étais quand même prévenu que ça peut mettre du temps. Donc, il faut pas trop s'emballer. Du coup, on décide de partir en janvier 2019. Finalement, sur mon cycle, bon, ça se fait février. Et en fait, je décide de prendre des billets. Et ça commençait vraiment à puer côté fermeture des frontières. Et Attends, Eve me dit... 2020, du coup. Oui, 2020, pardon. 2020. Et Eve me dit... Non, 2019. Covid 2019. Attends, je m'embrouille dans les dates. Covid 2020, ça a commencé à puer, mais loin de chez nous, du coup. Donc on Oui, en était dans le 2019. déni Oui, fin t'as raison. 2019 et ça a paralysé le T'as monde raison, t'as en raison. 2020. Voilà. Alors, date ou pas date, je sais qu'on Mm. n'a pas pu partir. Parce que confinement. Ok, 2020 donc. Ok, très bien. Moi, je suis un peu perdue. J'ai un peu perdu des points de vie à ce moment-là. Je ne sais plus quel âge j'ai. Toute la période de Covid, je ne sais pas quelle année. Voilà. Il y a un genre de vortex mondial sur l'année 2020. Voilà. Tu seras tout excusé. Exactement. Ok. Voilà. Donc, on ne part pas. On ne part pas puisque du coup, j'apprends ça à personne. On se fait confiner. Donc, moi, je suis dans un état de tristesse absolue parce que ce que j'avais comme projet, tout s'écroule et en même temps, tout s'écroule, mais en même temps, tout s'arrête aussi et tout s'arrête pour tout le monde. Mm. Donc, je pense que je vis une espèce de frustration un peu mesurée parce que finalement, il n'y a pas que moi qui m'arrête. Hein. La terre entière s'arrête à ce moment-là. Donc, on décide de prendre les choses du bon côté. On se dit, ok, très bien, passons le temps. On passe un super confinement dans notre studio. Et d'un autre côté, je me dis, waouh, imagine si j'avais un bébé maintenant, t'es coincé dans un studio à deux et tu peux rien faire. T'as peur de tout parce qu'on sait pas ce qui se passe, les personnes à risque, pas à risque. Donc je me dis, bon, quelque part, peut-être un. Genre, je suis pas très contente qu'il y ait le Covid, mais je me dis, quelque part, c'est peut-être pas si mal que ça qu'on soit pas parti à ce moment-là. Mm. Voilà, parce qu'en parallèle, moi j'ai un diabète, donc je suis personne à risque. En tout Mm. cas, c'est ce qu'on entendait aux infos à ce Mm. moment-là. Et à ce moment-là, on ne sait pas beaucoup de choses sur le Covid. Je ne sais pas si on en sait beaucoup, beaucoup plus maintenant, mais donc on se dit que, ok, on attend et on verra bien ce que ça donne. Mais à ce moment-là, personne n'a de vue sur rien. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est la fin du monde, que du coup, je ne sais pas si un jour je vais pouvoir aller au Danemark. Ouais. Donc, je suis triste. À ce moment-là, je suis vraiment triste. Mm. Mais on essaye de se concentrer sur autre chose. Mais je m'étais dit, ok, c'était ça que j'avais choisi. Je sais qu'il y a d'autres options, mais j'en veux pas. Vraiment, j'en veux pas. Je veux ça. Donc, on essaye de faire des trucs un peu improbables. Bon, on est confinés, donc je pense qu'on a tous fait des trucs un peu bizarres pendant le confinement, au-delà de se réinventer chef de cuisine Ah oui. comme tout le monde. Ouais. On a essayé de voir si on pouvait pas commander des paillettes à la maison. Ouais. On a commandé des seringues sur Amazon. Enfin, tu vois, on est passé dans les trucs. En fait, on a fait tout ça en amont. C'est très drôle. On était très drôle à voir, hein, parce que du coup, on a vraiment pris des seringues, comme les seringues de sérum phi, là, qu'on fait aux Ah oui, enfants, pour les là, pour enfants, les ouais. moucher. Voilà. Oui, Donc, le des fameux trucs comme truc, ça. parce que c'est comme ça qu'on fait finalement. Le système D, voilà. Oui, enfin, je sais pas, on savait pas. Et surtout, enfin, tu te retrouves sur Amazon parce que tu sais pas trop où commander. C'est ridicule. Tu te dis, attends, je suis en train de faire un enfant sur Amazon. Non, C'est je vais faire un ça. enfant sur Amazon. Enfin, ouais, C'est ce qu'on appelle la fameuse la procréation, la MacGyver, quoi, finalement. voilà. Ok. Voilà, exactement. Et donc on fait tout le process. J'ai les aiguilles et on les trouve, les seringues, on les trouve que en 100 exemplaires. Donc on se retrouve avec des seringues, à faire des tests, à mettre de l'eau dedans. Enfin bref, un truc où on se dit de toute façon, on est bloqué, on n'a pas le choix, viens, on fait des tests. Ouais. Donc on fait tout ça en amont et on se dit, ok, c'est bon, allez, on est chaude. Tu vois à quel point on faisait n'importe quoi. On se dit, bon, bah maintenant on va commander les paillettes et on les fait venir à la maison. Donc, sauf qu'à ce moment-là, on s'était pas dit que l'agrément médical, on l'avait pas et que c'était pas possible de faire ça. Donc, on s'est retrouvé avec 100 seringues à faire des batailles d'eau. Ah, bah écoute. Voilà. Oui, parce qu'il a fait chaud pendant le confinement. Bah ouais, pas perdu du coup. Voilà, très bien. Ouais. Donc, Ok. voilà, du coup, non, on n'est pas allé au Danemark, on a attendu. Mhm. On a attendu plusieurs confinements parce qu'après, au-delà de ça, quand ils ont réouvert les frontières, les billets étaient hors de prix. Euh, C'était de l'ordre de entre 1000 et 1500 balles par personne l'aller pour pouvoir y Oh. aller.
Donc en fait, tu réfléchis, sachant qu'en plus de ça, le parcours PMA a aussi un coût, c'est-à-dire que les paillettes, ça coûte pas rien. Alors, t'as tous les prix. Sur quels critères, je sais pas, faut rentrer dans le détail. Voilà, en l'occurrence, il y avait un vrai débat financier aussi entre nous, tu vois, de ce qu'on était capable de sortir à ce moment-là, quoi. Donc, ouais, 3000 balles juste pour faire un aller au Danemark, on s'est dit que c'était pas le bon plan. Voilà. Donc, on laisse passer un peu toute l'année 2020, du coup, en se disant que je regarde quand même de temps en temps les billets, sauf qu'entre-temps aussi, tous les examens médicaux, en fait, c'est pas qu'ils périment, mais ils ont en fait, il y a des trucs qui bougent, enfin, tu vois, et tout ce qui est hormonal, d'un mois à l'autre, ça peut bouger, donc en fait, au bout de 3 mois, il faut que tu refasses c'est un peu comme l'administration, quoi, tu vois, les papiers, au bout de 3 mois, au bout de 3 mois, c'est plus bon. Est-ce qu'on les embrasse aussi, l'administration? Voilà, l'année 2020, on l'embrasse pas, mais Moi, non. ok. Vraiment pas, parce qu'en parallèle, moi j'ai passé ma vie sur le site du chômage partiel, donc non. Alors c'était très bien, mais on les embrasse pas de mon côté. Voilà. Le système Ok. français c'est un autre débat. Donc voilà, donc du coup on part toujours pas. Et nous vient une idée à la fin de l'année, donc tu vois, après février, tous les confinements, etc. On se dit, et pourquoi on n'aurait pas passé Noël au Danemark? On se fait une semaine au Danemark, ça tombe pile poil sur mon cycle. Comme ça, on s'enlève la pression il faut partir en 2 heures. Et on sera là-bas, c'est quand même assez joli à Noël. Donc voilà, on rend le truc moins médical, voilà, avec moins de pression. Et donc on se dit ça, on prend les billets, etc. Tout est ok, trop contente. Donc je suis trop contente de partir pour Noël. Vraiment, genre, j'ai l'habitude d'être en famille et tu fais un autre truc, c'est sympa. Euh, du coup, on fait ça et quelques jours avant de partir, j'ai un petit souci au niveau des yeux. Je sens que je me réveille comme si j'avais les yeux, je voyais un peu flou sur un œil et je vais voir mon ophtalmo plus ou moins en urgence, enfin qui me prend assez vite que je connais et qui me dit que j'ai un édème maculaire, donc un espèce d'œdème dans l'œil. Et que, alors moi et ma chance, on fait des choses pas très graves, mais chiantes à gérer, que le traitement, c'est qu'on peut faire du laser, que c'est très rapide, mais qu'étant donné que l'œdème est trop près de ma rétine, on va devoir faire des injections. Voilà. Et je sais pas pourquoi, Oui. Trigger warning à Ouais. toutes les personnes qui n'aiment pas les piqûres. Là, on parle de piqûres dans Ah, les ah, yeux, moi alors j'ai bouchez-vous les oreilles. moi j'ai Orange Mécanique dans la tête. Ah voilà. Et je me dis, non, pas du tout, pas du tout. Il est hors de question qu'on touche à mes yeux. Mais à ce moment-là, moi, j'étais toujours dans mon projet de grossesse, tu vois. Et du coup, je lui pose la question. Parce qu'a priori, les yeux et grossesse, tu te dis, pas beaucoup de lien. Je lui dis, mais en fait, j'ai un projet grossesse, etc. Et il me dit, texto, ah non, ma grande, tu vas attendre. Ok. Donc là, je lui demande, enfin, ça retombe encore une fois. Je me dis, je vais attendre, mais je vais attendre combien de temps? Donc il m'explique qu'en fait, le traitement, c'est mensuel. Donc tu fais une première piqûre que ça peut durer jusqu'à 5-6 mois. Donc, dans ma tête, c'est encore de l'attente. Et dans tout ça, on n'a pas encore essayé. Tu vois, il n'y a pas de. Donc, entre le moment du projet et enfin, de l'envie, de la concrétisation, ça n'avançait pas, quoi. Et il me dit, voilà, il faut attendre 1 mois. En fait, on voit comment tes yeux réagissent. Et en fonction, on voit s'il y a besoin de traitement ou pas. Donc, je me dis, dans ma tête, j'ai juste, oh, il faut encore que j'attende 6 mois. 6 mois à pas essayer. Bon, finalement, j'ai réagi très bien au traitement et j'en ai pour 2 mois. Je fais 2 mois de traitement. Mais du coup, on ne part pas au Danemark. On saute la partie Danemark, les vacances avec, etc. Et en même temps, il m'explique que voilà, pendant la grossesse, et notamment pendant le trimestre, en fait, on ne sait pas, il y a un espèce de mystère qui plane sur la grossesse, de ce qui se passe hormonalement, ce qui se passe. Ils ne savent pas. Ils savent pas ce qui peut se passer et que potentiellement, je peux perdre la vue. Parce qu'ils ne peuvent pas traiter une femme enceinte. Ou en tout cas, ils ne veulent pas traiter les femmes enceintes. Donc voilà, donc se repose la question de, ok, est-ce que je suis prête vraiment à perdre la vue pour avoir des enfants? Donc non, Eve me raisonne, elle me dit, ok, on attend. Je dis, mais moi j'en ai marre d'attendre. La patience, c'est pas mon fort. C'est vraiment pas mon fort. Mais bon, voilà, tu raisonnes et tu te dis que non, effectivement,
voilà, j'ai envie de les voir, mes enfants, vraiment, c'est ridicule, quoi. Et puis je montre quel exemple de, si je suis prête, enfin, voilà, c'est pas, ça m'empêchera pas d'avoir des enfants, donc non, on attend. Hmm. Donc on attend, et en parallèle, Eve donc va voir ma gynéco pour une visite de contrôle. Et ma gynéco que je connais bien, qui est une ancienne, que je connais que je connais très bien, bref. Et elle lui dit, en fait, elle donc était au courant effectivement du projet bébé. Parce que comme je vous disais plus tôt, il y a quand même des examens qui sont à faire pour... en fait, en parcours PMA, ils vont faire tous les examens, plus ou moins tous les examens, que tu peux faire si, en tant que couple classique, tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Donc tout le parcours d'infertilité, en fait, Hmm. qu'ils appellent parcours infertilité, en fait, tu vas aller voir en amont s'il n'y a pas un truc qui gêne, plutôt que de faire un essai et de te Ouais. dire, ah, il y a un truc qui gêne, donc voilà, tu as pas mal d'examens à faire, de radio des trompes, de voir s'il n'y a pas des kystes, etc., Ouais. etc. Enfin, tout le. Donc voilà, et effectivement, tu as des kystes, par exemple, un kyste, ça peut être hormonal ou pas, donc il faut faire ça sur plusieurs cycles. Hmm, hmm. Donc tout ça prend du temps. Et donc Alice, qui est ma gynéco, demande à Eve où est-ce qu'on en est. Donc elle lui raconte tout ce que je t'ai raconté, confinement, blablabla. Et elle lui dit, ah bah moi j'ai bossé avec un mec, appelle-le, je sais qu'il fait ça, en France. Ok. Donc Eve revient de sa consultation annuelle et me tend un petit post-it en me disant, ah, regarde ce qu'Alice elle m'a filé et tout. Je dis, mais c'est quoi? Elle m'a dit, bah qu'elle connaissait un mec qui faisait ça. Là, j'étais un peu désespérée, j'avoue. Donc, parce que normalement, à la phrase, je connais un mec qui fait ça, Ouais. on se dit pas, ok, je vais l'appeler. Voilà. Mais finalement, je vais quand même, je me réserve aussi un peu et je me dis, ok, je vais quand même aller googliser un peu tout ça. Et bah, il s'avère qu'en fait, c'est quelqu'un de connu. Voilà, c'est quelqu'un qui a une légitimité dans le milieu dans lequel il bosse, etc. Et je me dis, j'appelle une copine, je lui dis, en fait, voilà ce qu'Alice, elle m'a dit. Elle m'a dit, attends, ma cousine, elle est gynéco, bouge pas, je lui demande. Et elle me dit, ok, tu peux y aller. Vas-y, go, tout le monde le connaît, ce mec, tu peux y aller. Ok. Donc, je lui envoie un texto en lui disant que je viens de la part d'Alice, etc. Il me dit, ok, pas de problème, on se fait une visio ce soir, vendredi soir. Ah ouais. Donc, pareil, normalement, quand, normalement, quand moi je dis, ok, je l'appelle le mec, on fait une visio, warning, tu fais un peu gaffe. Euh, mais écoute, on le fait. Et puis, de toute façon, on se dit, bon, on n'a rien à perdre, quoi. Donc on fait la visio et bon, il s'avère que c'est un professeur, donc c'est pas juste un mec qui est sorti derrière le placard. Il bosse dans 2 cliniques, dont une clinique sur la fertilité extrêmement reconnue en France. Donc voilà, tu dis bon, ok, c'est pas, voilà, Ouais. j'ai pas pris le fin fond de Doctolib d'un mec que personne connaît, où il y a de la place tout le Qui fait temps. des exorcismes et tout ça. Voilà, voilà, exactement. Donc a priori, et donc il m'explique comment il fonctionne. Ouais, ouais, pas de souci, hyper Mhm. accessible. T'as presque envie de le tutoyer tout de suite, hyper accessible, qui t'explique comment ça fonctionne. Voilà. Et là, il m'explique que j'ai 3 possibilités. Ou on fait une PMA, enfin vraiment une PMA avec insémination artificielle, ou on fait une FIV, donc fécondation in vitro, euh, enfin voilà, ou en gros, et que j'ai le choix de stimuler un peu hormonalement mes, euh, mes ovocytes, etc., etc., pour que j'ai des chances que ça fonctionne, ou on fait un truc sans stimulation hormonale. Voilà, donc formule boost Ouais. ou pas Mais donc on boost. rappelle quand même qu'à Donc l'époque, voilà, ça n'est pas et légal, encore une fois. ce n'est Mhm. pas légal. Donc Ouais, ce cette n'est pas légal. personne fait ça par éthique, en fait. Voilà, voilà, par éthique. C'est un espèce de dieu vivant. Toutes les femmes doivent être amoureuses de lui, parce que c'est un, c'est un homme qui est gentil, profondément sincère, qui fait les choses parce que ça lui tient à cœur et il n'est pas obligé de le faire. Voilà, c'est déjà un professeur reconnu qui a, je pense, une carrière déjà bien Ouais. costaud et qui n'est pas obligé de répondre à son téléphone un vendredi soir. Donc voilà, quelque chose de beau. Et puis c'est un mec qui donne la vie, quoi. Donc lui, on Donc l'embrasse aussi. t'as tout le...
t'as tout lieu de tomber follement On amoureuse de mettra lui. son 06 dans les notes d'épisode. Non, je déconne évidemment. Mais on Voilà. l'embrasse bien fort en tout cas. Merci, Euh, merci d'incarner quelque voilà. chose de très beau et de très généreux pour le coup. Ouais, exactement. C'est vraiment de la générosité. Mais tu le sens en fait dans l'accessibilité, dans comment il te parle. Et en fait, il me fait rentrer en termes médicaux, il me fait rentrer dans un Hmm. process d'infertilité pour que je puisse avoir des soins en France qui Oh là soient remboursés là. par la Sécu. Donc tu vois, tu as quand même une démarche personnelle et d'investissement qu'il n'était Oh là pas là, obligé ouais, ok. d'avoir, quoi. D'accord. Donc, tombé du Euh, ciel. donc voilà. Et puis il t'explique. Voilà, et il t'explique un peu tout le coût que c'est, si tu veux. Donc moi, on part plutôt sur une PMA, donc une Mhm. classique, pas de FIV, avec quand même un petit côté D'accord. boost. Boost parce que, je PMA+. rappelle, je suis impatiente et que ça fait 2 ans que j'attends. Ok, donc voilà, juste pour les personnes qui nous écoutent et qui connaissent pas la différence concrète entre PMA et FIV, c'est que du coup, dans la PMA, la fécondation a lieu à l'intérieur de la personne qui va porter l'enfant. Voilà, parce que la PMA, Mhm. ça regroupe 2 méthodes. D'accord, voilà. Donc en insémination artificielle, c'est qu'en gros, on va aider la fécondation, mais d'une manière, on va dire, plus physiologique, parce que encore une fois, la personne qui va porter l'enfant. Et par contre, la FIV, du coup, la procréation a lieu dans une éprouvette. C'est ce qu'on appelait à l'époque, du coup, les bébés éprouvettes, quand on a démarré ce parcours-là. C'est que tout a lieu dans un milieu médical. Et qu'après, on Tout à fait. réimplante les embryons Ouais, dans, fécondé, tout à fait. fécondé, Ok, c'est ça. Exactement. Avec un ouais, process un peu plus lourd, puisqu'on vient faire une ponction. ouais, Voilà, il y a bien sûr. encore, tu rajoutes du médical à la FIV. Et on peut Et comprendre. moi, j'avais pas trop envie. Voilà. Donc, j'avais pas trop envie, sachant que j'avais quand même pas mal d'examens médicaux en amont. Je vous passe toutes les galères ah, ça va pas être possible, je crois que t'as un kyste. Ah non, finalement, non. Mais il y a un autre truc. Bon, bref, ça a duré des plombes et des plombes. En fait, Ouais, bah j'avais oui. juste envie d'essayer. Vraiment, laissez-moi essayer. On verra plus tard. Donc, je m'ai essayé et je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'attendre encore. Financièrement, ça a un coût. Donc, viens, on se fait Ok. une formule boost. On est quand, là? La rencontre avec Docteur Mamour? Donc on est après le traitement. Ouais, docteur Mamour, c'est exactement, c'est comme ça qu'on l'a appelé en plus. On l'a, on l'a rencontré en février 2021. On rappelle que les jumeaux sont nés en janvier 2022. Gardons un œil sur la timeline. Oui, Ok, tout d'accord. à fait. Voilà, tout à fait. Et donc, on décide de faire le premier essai en mars Mhm. 2021. Non, aussi, si, en mars 2021. Euh, donc, ça marche pas. Et puis lui, hyper concerné. Donc en fait, si tu veux, ils ont pas la main mise sur. T'as pas un traitement hormonal, quoi. Par femme et par cycle, tu peux réagir plus ou moins fortement à une stimulation. Donc du coup, ils testent dans un premier temps. Ils te mettent pas une dose de cheval parce que c'est pas complètement anodin de se bourrer d'hormones non plus, quoi. Voilà, donc il faut le faire bien. Euh, donc, il me booste sur un truc qu'il a l'habitude de faire plus ou moins classiquement en termes de Ok. dose, et moi, ça ne fonctionne pas. Mais je pense, au fond de moi, je pense quand même que ça fonctionne parce que j'ai plein de signaux. Alors, est-ce que je les rêve? Est-ce que tu vois, est-ce que je suis dans un truc imaginaire? Mhm. Mais j'ai quand même beaucoup de symptômes de grossesse, tu vois. Euh, Bah oui, bien sûr. Mais après, je suis aussi full hormones. Donc, est-ce que c'est les hormones qui modifient mon corps? Je sais pas. Et Eve me dit un truc à ce moment-là. Donc, on fait les tests, etc. Ça va assez vite dans la prise de sang. En plus de 2 jours, tu sais si tu es enceinte ou pas. Et elle me dit euh, c'est peut-être parce que il doit y en avoir 2. Genre, elle me sort un truc comme ça. Ah oui, dans un truc d'un peu de destin, quoi. Et tant qu'il n'y a pas de jumeaux, ça marchera pas. Ok, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, du coup, je dis ouais, ouais, ouais. Pour rappel, elle ne sait pas vraiment ce que c'est des enfants. Pour elle, un enfant, ça pleure pas, tu le poses, il dort, et c'est trop mignon.
Voilà. Ouais, elle a un esprit très rationnel et très mathématique. Donc les premiers temps, quand les petits sont nés, s'ils pleuraient et qu'elle avait coché toutes les cases, Ouais, erreur 404. ça faisait bugger la matrice, si tu veux. Je comprends pas, il a mangé, tatati, tatata, tatata. Ouais, exactement. Ça lui parle complètement. Euh, du coup, tout le côté un peu Ah merde. imprévu des enfants, c'était pas imaginé. Donc je dis ouais, des jumeaux, tranquille, hein. Et donc ça marche pas. On refait une stimulation. Il me dit, ok, bon, on peut réessayer sur le cycle d'après, sachant que pour les personnes qui nous écoutent et qui envisagent un parcours PMA, il y a quand même un truc à faire tous les 2 jours. Tous les 2 jours, tu fais une prise de sang pour voir je sais pas quel taux que lui examine, et plus une écho. Donc une écho pelvienne où effectivement tu vois un peu la maturation des ovules. Donc ça prend du temps de faire ça tous les 2 jours. Il faut que tes médecins soient dispo. Et pour rappel, c'était pas Ouais. complètement la fin du Covid. Je sais pas si on est vraiment dans une fin de Covid, mais il y avait des queues interminables aux prises de sang. Enfin, c'était des moments où il fallait faire des tests pour tout faire, pour voyager, pour trucs. Donc en fait, ça me prenait énormément de temps de faire tout ça. Donc il faut le caler aussi dans son planning pro, sans Ouais. Ouais, ouais. sans avoir envie de révéler que tu as un projet grossesse. Enfin, faut le caler tout ça. Donc tu as envie que ça marche aussi parce que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, quoi. La charge mentale, c'est hyper énergivore en termes de. Tu finis par penser qu'à ça, quoi. Ça devient obsédant. Et puis, par ailleurs, les hormones, ça te déglingue, quoi. Bon, j'étais dans un état. J'étais complètement aseptisée, je ressentais plus rien. Voilà, j'étais mis dans de la joie. D'habitude, je suis dans un truc très extrême où je vais être dans une joie profonde ou Hmm. dans un truc très triste. Et là, je ressentais rien. Je pense que j'en avais marre d'attendre aussi. Euh, donc voilà, donc c'est pas anodin, un traitement hormonal. Voilà. Et du coup, ça ne fonctionne pas en mars. On décide de le faire sur le cycle d'après, donc en avril, avec des doses un peu plus fortes. Et pareil, ça prend pas. Mais là, on refait pas d'insémination. Lui, c'est quelqu'un de très, Un chic c'est un type. chic, c'est comme on dit, un chic type. Vraiment, où il me dit, voilà, il me dit, est-ce que vous voulez vraiment y aller parce que ça n'a pas pris comme je voulais, donc peut-être qu'on Hmm. attend le cycle d'après. Vas-y, Moi, il pouvait docteur me dire Mamour, n'importe quoi, je lui c'est disais toi oui. qui Je pilote. dis, ah, ok, on attend. On attend, ouais. Et puis il y a quelque chose aussi, en fait, quand on est pris en charge comme ça, de plus avoir, entre le moment où je Hmm. lisais mon Cosette toute seule et j'étais en Espagne avec des gens que je connaissais pas. En Espagne, ils parlent français aussi, hein. Mais avoir quelqu'un qui est dispo par texto, Hmm. par mail, et qui Hmm. te drive, en fait, c'est. Tu relâches. Donc, en fait, tout ce qu'il me disait, Hmm. je lui disais, ok, c'est toi le spécialiste, je te suis. Donc on attend le tour d'après. Donc avril ça marche pas. On se dit ok mai. Et là il me dit bon bah c'est bizarre que ça ait pas pris, enfin qu'il n'y ait pas plus de follicules. Je vais booster encore un peu plus. Donc il booste, mais vraiment genre Hmm. je dis je sais plus les doses, mais on passe de 5 à 5,5 quoi. Genre vraiment pas grand chose de plus. Et là, carton. Alors ça prend, mon corps réagit instantanément. J'ai 4 follicules, donc 4 possibilités de tomber enceinte. Enfin, de Ouais, tomber enceinte. ok, Enfin, une top. possibilité, une seule, mais 4 bébés. En gros. Et il me dit, je me rappellerai Ouais. toujours, il me dit, donc je vais dans son cabinet, et il me dit, on y va? Alors, t'es sûr de toi? Je dis, ouais, ouais, ouais. J'en peux plus d'attendre à ce moment-là. Je dis, ouais, ouais. Je me dis, attends, ça fait quand même quasiment 3 ans qu'on en parle, que j'attends. Go, tu vois. Et donc on y va. Il me dit, bon. Il part, Hmm. il part en me disant, si ça marche pas, bizarre quand même. Ok. T'attends 2 semaines, je fais la prise de sang. Prise de sang, les résultats arrivent. Bam, je fais péter tous les scores Eh oui, l'HCG. du taux de. Voilà, merci. Hmm. Et, mais on se réjouit pas. Donc moi, je les lis et tout, hein, quand même. Je suis pas complètement. Je Hmm. suis un peu cérébrée quand même. Et je me dis, ok, je suis enceinte là. Enfin, Hmm. et Eve, elle bouge pas. Moi, je lui saute dans les bras, elle bouge pas. Elle me dit, non, non, tu l'appelles.
Genre, il faut que ce soit quelqu'un Ouais. tu vois, il faut qu'il y ait vraiment une entité médicale qui nous confirme le truc. Mhm. Donc je lui envoie juste les résultats. Il m'envoie un texto dans la seconde qui suit en me mettant yes avec plein de points d'exclamation. Donc tu vois l'investissement quand même de cette Ouais. personne. Elle fait pas, enfin pour moi il fait partie de notre histoire quoi. Ouais. Euh, elle m'a même dit à un moment donné, ça peut pas être lui le père de l'enfant, même si on le connaît. Donc non, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont posé la question, mais non, c'est pas Oh. possible. Donc voilà, ça prend. À ce moment-là, je sais rien de plus. On fait la première écho classique, je crois, un mois après la bonne nouvelle. Et donc avec masque et compagnie, c'était encore l'époque où on allait chez le médecin avec nos masques. Et Mhm. donc je me tiens sur la table de consulte et j'ai ma gynéco qui est en face de moi, enfin, classique quoi. Mhm. Et elle qui a droit d'assister et qui est à côté. Et au moment où elle fait l'écho, donc bah, t'as le truc un peu magique de t'entends Ouais. le cœur qui bat et tout, c'est assez fou. Enfin, t'as un truc, Ouais. ça retombe, il y a un espèce de truc où tu dis, Ouais. waouh, genre ça y est, et je vois Eve qui fait des yeux, je peux pas vous les faire c'est pas radiophonique ce que je fais, mais elle écarquille les yeux, elle n'enlève pas son masque et elle me fait le signe 2 des doigts, comme ça. Mhm. Et ma gynéco voit pas à ce moment-là, et, et là je dis quoi? Et elle me dit 2. Deux. Je crois qu'elle me dit juste 2. Et Alice, donc ma gynéco, qui dit ah, et je te confirme, il y en a 2. Donc là, bingo, ça a bien fonctionné. 2 baby. Et je crois que je pense à un truc à ce moment-là euh, ah bah voilà, j'ai attendu 3 ans, je voulais plusieurs enfants. En fait, j'ai tout rattrapé, si tu veux. Nickel. Ouais, nickel sur papier, ouais. Donc voilà, donc à ce moment-là, je tombe enceinte et folie. Vraiment folie. J'apprends que c'est des jumeaux, genre pendant que mon frère est à la maternité où il vient d'avoir son bébé, quoi. Donc là, t'es en mode, ça y est, genre tout se débloque, bonne nouvelle, etc. Donc super, vraiment super, trop contente. Et voilà comment j'apprends que je suis enceinte. Waouh. Ouais, donc un parcours assez long, euh, mais au final long et rapide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je décide où on teste, ça marche au deuxième coup, quoi, tu vois. Donc, vraiment, donc je me sens chanceuse aussi au deuxième coup et avec 2. Donc je me dis bon bah tout ce que j'ai attendu finalement cool quoi. Mais je mesure pas, je mesure rien par contre à ce moment-là. Je suis juste dans la joie et je profite de ce moment-là. C'est de toute façon quand c'est une première grossesse, tu mesures pas, tu peux pas, c'est impossible de te projeter dans une réalité comme celle d'un parent quand tu ne la connais pas. Même si tu as vu des parents autour de toi, le vivre dans son corps, c'est autre chose. Ah c'est autre chose. Ouais. Euh, mais du coup, voilà, c'est vraiment la rencontre avec ce médecin qui a été décisive sur le plan médical, sur le Oui, plan émotionnel, j'ai l'impression. ouais, oui C'est oui lui oui, qui mais vous a vraiment porté, c'est quoi. ouais, c'est lui qui a apporté vraiment. Puis c'est même, enfin, pour y aller, tu vois, on a pris le métro, quoi. Enfin, les paillettes, je vous ai dit, je t'ai dit, on peut pas les commander. C'est lui qui Mm. les fait venir chez lui. Je sais pas comment, parce que j'ai l'impression qu'il est jamais chez lui. Il est avec la clinique tout le temps. Il a 2 cliniques. Il est sur 2 hôpitaux en parallèle. Enfin, je sais pas quand il a la place et le temps de faire un truc pareil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit les trucs pour lui? Je sais pas quelle machine il a mis en place derrière, mais Mm. c'est fou, tu vois. Enfin, et du coup, je trouve que l'histoire, elle est merveilleuse. Enfin, t'as un truc, il n'y a pas que. Ça nous ressemble, en fait, si tu veux, ce truc-là de Mm. galère et de trucs, et au final d'avoir un truc hyper joli à la clé. On s'est dit, en fait, on a. Il y a une espèce de petite étoile qui nous suit, tu vois. Enfin, un truc. Ah ouais. Ça devait se passer comme ça. Tu vas en parler aux enfants? Ouais, ouais, bien sûr, Ouais. j'en parlerai. Ouais, là, ça y est, ils ont 2 ans et commencent à dire. Liv, elle me dit de maman. Ouais, Ouais. elle sait ce que c'est un papa, elle sait ce que c'est une maman. Et hier, mais genre hier vraiment, elle nous a attrapés à la crèche, on est venu les chercher avec Eve, elle nous a fait un gros câlin, elle a fait maman un, maman 2. Tu vois. Donc oui, enfin, Philippe, elle est très très en avance sur pas mal de choses et elle capte, enfin, tu vois, il voit les papas à Mm. la crèche. Bon, je suis un papa, c'est Papa Noël pour le moment. Donc il n'y a Ah pas. oui, bah Mais voilà. oui, voilà. Voilà, mais Ouais. je vais en parler, ouais, ouais, bien sûr. Pendant toute ma grossesse, on a fait un petit livre pour expliquer l'histoire, etc. Enfin, ouais, ouais, je Ah, pense que génial.
Enfin, pour moi, elle est jolie l'histoire, tu vois, vraiment. Au Bien sûr. final, dans un truc qui était parti avec pas mal de galères, on se retrouve dans un truc où j'ai fait une rencontre pour moi qui est vraiment fabuleuse. Mm. Et ouais, d'avoir des gens comme ça, ouais, je vais en parler à mes enfants, tu vois, c'est vraiment des parcours de vie très inspirants. Ah bah ça donne foi en Donc oui. l'humanité, c'est clair, bien sûr. Ah oui, c'est exactement ça. Ouais, C'est de ouf. exactement ça. Je me souviens dans son cabinet, Eve m'a dit je l'aime. Je l'aime vraiment. Et elle me disait il est parfait. Ah, ils doivent être fiers, ses parents, hein. Dans un truc où vraiment il y a un truc alors que et elle m'a dit exactement ça, elle m'a dit j'ai foi en l'humanité quoi. Genre, il y Mm. a des gens comme ça qui te donc oui, l'histoire elle est tellement belle, la rencontre, j'aurais jamais fait cette rencontre sans mes enfants. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est arrivé par hasard, tu vois. Ok. Donc ouais, je vais leur raconter, c'est sûr. Ah, trop bien. Voilà. Je fais une petite précision pour dire que donc là on vient d'arriver dans le chapitre grossesse. En fait on va dédoubler ce récit en deux parce que c'était important de prendre le temps de parler du parcours PMA et on prendra autant de temps pour parler du coup de ton devenir parent, de la grossesse Oui, gémellaire, de comment ça s'est passé pour toi et puis d'après les problèmes de sommeil et tout ce qu'on connaît bien, voilà. Mais j'avais une dernière question quand même, parce que dans le parcours que tu viens de décrire, donc tu es allé dans plusieurs pays différents, enfin en tout cas tu t'es confronté à des modèles différents, ouais. etc. Et à aussi des contextes médicaux différents. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes confronté à des difficultés avec une coloration homophobe, justement? Non, à aucun moment. Vraiment Hmm. à aucun moment. Alors, si je reprends un peu dans l'ordre, l'Espagne, je crois que l'Espagne, ils en ont rien à foutre. Vraiment, pardon de parler Mhm. vulgairement. T'as un côté usine et puis c'est un truc, c'est hyper. C'est beaucoup plus ouvert que chez nous. Mhm. Tu viens. T'es un numéro, hein. Enfin, il n'y a vraiment pas de. Enfin, ils te considèrent pas, donc vraiment, il y a Mhm. aucun. C'est vraiment, t'as un aspect mercantile qui prend le dessus, en fait, donc Ouais. pas de débat là-dessus. Au Danemark, pareil. Enfin, au Danemark, en fait, c'est des pays aussi. Et l'Espagne et le Danemark, ils ont un parcours français, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de ce truc-là. Mhm. Comme c'était pas légalisé en France, c'est vraiment genre, ça a été. Alors oui, effectivement, t'as un truc marchand, donc tout est fait pour que tu te sentes à l'aise et que donc non, il n'y a pas eu de. C'est plus en France que ça va poser problème, effectivement, toutes ces choses-là, mais on n'a pas eu de. On n'a pas eu de remarques homophobes, premièrement déjà parce que les médecins, moi je les connaissais, et puis je Mhm. pense que quand tu es deux femmes, c'est aussi différent que deux hommes. Voilà. Mhm. Deux femmes face à la maternité, il y a quelque chose de. Et j'ai eu beaucoup de femmes aussi, parce que dans le milieu médical, autour de la périnatalité, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Mhm. Les questions que j'ai eues, c'était de la curiosité. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup, beaucoup, et on me pose aussi beaucoup la question comment est-ce que vous avez fait pour choisir qui allait porter? Voilà. Ok. Pourquoi toi et pas elle? Mhm. Mais pas de remarques. Voilà, moi, j'en ai plus eu sur mon diabète Mhm. que sur des trucs déplacés voilà, sur mes choix médicaux propres que sur ma vie. Voilà, Mhm. j'ai pas eu vraiment de. Après, j'ai souvent des il est où le papa? Bon, Mhm. tu passes, tu vois. Enfin, Il s'appelle Docteur Mamoug, et il bosse à telle et telle clinique, ou bien il est au pôle Nord et il fabrique les cadeaux pour tout le monde. Voilà, voilà, vous exactement. choisissez. Non, non, on n'a pas eu vraiment de. Mais je trouve vraiment qu'il y a un côté. Ouais, femme, vraiment deux femmes. C'est beaucoup plus. Je sais pas comment c'est quand c'est deux hommes, pour avoir entendu quelques témoignages là-dessus, mais qui sont plus anciens aussi sur des paternités qui ont. Moi, j'ai mon meilleur ami qui a fait un parcours GPA, du coup. Mhm. Euh, c'est vraiment pas les mêmes. Qui a fait ça aux États-Unis, c'est pas le même discours que moi, quoi. Vraiment, Ah ouais, vraiment, bah vraiment. non. Alors Voilà, GPA, juste l'arrivée, gestation pour autrui, pour ceux qui connaissent pas, voilà, voilà, et qui a fait un bébé seul, qui a fait un bébé seul, qui est pas en qui a fait un couple, bébé seul, d'accord. voilà, donc c'est encore un autre niveau. Ça se passe aux États-Unis, enfin lui, ça s'est passé aux États-Unis, beaucoup aux États-Unis, beaucoup au Canada, avec un parcours administratif extrêmement
pesant, un parcours, un parcours de nationalité, puisque tu changes de continent, tu changes de pays. C'est très, 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 très lourd. Et pour le coup, d'être papa seul, euh, c'est encore. Enfin voilà, on n'a pas les mêmes ressentis. Pourtant, on a quasiment fait des enfants en même temps. Il n'a pas les mêmes remarques que moi. Donc je pense que femme et homme, c'est encore deux choses différentes. Voilà, ça serait Voilà une pour super répondre à histoire ta à question. raconter aussi. Ouais, avec un homme. On a Ouais, beaucoup de bah, femmes qui parlent, mais pas beaucoup ben d'hommes. ouais. Ouais, mais c'est encore. Voilà, ça me désole que la Ouais, parentalité soit encore beaucoup l'apanage des femmes, en tout cas le discours dessus, alors même que euh, c'est pas le cas, mais c'est un marqueur du patriarcat de la bien société sûr. dans laquelle on vit, Ouais, les problématiques domestico-maternelles, comme leur nom ouais, l'indique, ouais. doivent être gérées encore beaucoup par les femmes. Et bah, La personne responsable des achats, apparemment on appelle ça comme ça maintenant. la personne responsable des achats, bah oui, ça bien sûr, mais Voilà. qui n'est pas la personne qui a le salaire équivalent qui Non, pourrait se permettre finalement, tu vois, non, c'est que... Voilà. non, parce Bon, que bref. ménagère, c'était pas très joli quand on a Ah changé de non, nom. ménagère, c'est pas glam. Bah non, faut qu'on soit glam. On est des femmes modernes maintenant, donc voilà. On Voilà. est des mamans, mais on reste épilées parce que voilà, on conforme nos corps au regard des autres. Bon bref, on va pas rentrer dans des discours patriarcaux, enfin des discours féministes parce que sinon moi je vais m'énerver, après toi tu vas t'énerver, après on va se mettre à pleurer, après on est censé autre chose encore. On peut faire un autre débat là-dessus. Mais néanmoins, oui, on bute quand même toujours un petit peu sur ce constat-là que si on veut parler de ces sphères-là, ces sphères de l'intime et du familial, très souvent encore une fois, pas exclusivement, mais c'est quand même nous qui mettons les mains dans le cambouis et donc on a une petite expertise sur le sujet. Mais ce serait cool de porter la parole des hommes qui Des s'investissent hommes. avec ce niveau-là, absolument. Ouais, tout à fait. Écoute, ça fait déjà une bonne heure qu'on discute. Donc je pense qu'effectivement la césure fait sens maintenant par rapport à Oui, l'épisode 2 qui va raconter du coup la deuxième partie de votre devenir parent à toi et à Eve. Je te remercie en tout cas d'avoir raconté cette histoire-là qui je pense est vraiment avec vraiment plaisir. nécessaire à raconter. Merci pour ta confiance. Bah, merci à Euh, toi de m'avoir alors, écouté encore. bah écoute, et moi je fais ça 10 fois s'il faut, il n'y a pas de souci. Je trouve que ton parcours est tellement, tellement riche et tellement inspirant que c'est une chouette histoire à entendre. Euh, voilà, bon, c'est pas la fin de votre histoire, mais du coup, est-ce que sur cette, tu sais, sur cette dimension-là spécifique Mhm. du parcours PMA, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui s'apprêtent à rentrer dans ces configurations-là? Alors maintenant, c'est légal en France, ça fait quand même une grosse différence, mais quand tous ces moments de déception, tous ces moments de découragement que tu as vécu, euh, quel est l'auto-coaching que tu te serais adressé à toi? Tu sais, l'auto-conseil ou bien ce que tu voudrais Ouais. dire aux personnes qui vont se lancer là-dedans? Bon, alors, j'essaie de mettre à part la partie Covid, qui est vraiment un truc Eh oui. qui a une faille dans l'espace-temps incommensurable. Euh, le conseil que je donnerais, parce que je ne suis pas rentrée dans tous les détails médicaux, mais c'est de, autant que faire se peut, et quand c'est possible, de choisir les médecins qui vous entourent. Voilà. Hmm. Et de ne pas négliger la dimension psychologique de ce Hmm. process qui peut être assez costaud. Euh, voilà, être patiente, ça ne veut pas dire passive. Donc, vous n'êtes pas obligé de subir, ça reste votre corps. Il y a vraiment, enfin, c'est pas une opération, c'est un projet de vie. Donc Hmm. voilà, d'avoir quelque chose qui vous ressemble. Euh, il y a des médecins qui nous ressemblent, donc prenez le temps de choisir de qui vous avez envie d'être entouré, parce que ça fait vraiment la différence. Top, Voilà. ça c'est un super conseil. Voilà, on retient patiente mais pas passive, c'est trop beau, c'est hyper catchy en plus, c'est trop cool. On retient bien ça. Et puis bah je te remercie encore infiniment et puis je te retrouve donc très bientôt pour une troisième Oui, session d'enregistrement pour attaquer sur la suite. Merci avec tout plein plaisir. De et à rien. très bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce premier épisode sur le parcours de Yael, son parcours PMA, à elle et à Eve. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura touché, qu'il vous aura fait rire, comme ça a été mon cas en l'enregistrant et en le montant. Je remercie Yael encore une fois pour sa confiance, bien évidemment, et pour sa sincérité qui m'a moi beaucoup touchée.
Je vous remercie vous aussi également pour votre présence, pour vos encouragements, pour vos retours qui me vont toujours, je le dis à chaque épisode, mais droit au cœur, vraiment. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un hors-série, puis la suite des aventures de Yaël et d'Ève.